Le grand débat national sur Canal FM, nous vous retrouvons pour cette deuxième partie. À la fois, nous allons donc à nouveau parler de transition écologique avec nos invités. Je vous les rappelle, Olivier Sénéchal, qui est membre du collectif Ensemble pour le climat Vallon-Vénois, professeur et chercheur à l'Université Polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes. Jean-Christophe Ruffin, agriculteur et secrétaire général de la FRSEA. Et Bernard Baudou, maire d'Aulnoy-Aymeries. Et la députée Anne-Laure Catelot, qui est aussi présente. Delphine, nous évoquons les actions existantes. Les actions liées à la transition écologique. Alors, il y en a en Sambre-Avesnois. Fourmi fait figure de proue depuis 2014 dans la troisième révolution industrielle. Cœur de la Vénois, l'intercommunalité, va installer un chauffage au bois déchiqueté issu des haies bocagères dans le futur pôle tertiaire intercommunal à Avesnes-sur-Helpe. Bavé développe le circuit court dans sa cantine scolaire. Gemont veut ouvrir une légumerie à l'échelle du territoire avec du personnel en insertion professionnelle et du personnel en situation de handicap. Le Sud-Avesnois envisage de créer à la ferme du Pont-de-Saint à Féron une plateforme logistique du circuit court pour assurer la distribution des produits alimentaires aux écoles, aux hôpitaux, à l'hôpital de Fourmi en particulier, aux maisons de retraite. Alors, Olivier Sénéchal, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est de bon augure ? Ça va dans le bon sens ? C'est insuffisant ? Ça va dans le bon sens, encore une fois, mais j'imagine qu'il y a encore beaucoup de marges de progrès qui peuvent être explorées sur ces sujets-là. Évidemment, à chaque fois qu'on parle, on va dire, de problématiques environnementales, on évoque toujours plus ou moins les mêmes solutions. Hein. Donc, effectivement, le développement des circuits courts, la permaculture ou la culture traditionnelle à opposer à la culture industrielle. Je dirais, avant d'envisager les mesures prises collectivement au niveau des collectivités qui ont un rôle majeur à jouer sur ce sujet-là, il y a bien entendu des mesures individuelles à mettre en œuvre au quotidien. Alors, bien sûr, dans les gestes du quotidien, au niveau des économies d'énergie, essayer d'éviter les déplacements. Si on ne peut pas les éviter, privilégier les moyens de se déplacer, on va dire, éco-responsables, le vélo dans une certaine mesure, le covoiturage. Combien de foyers aujourd'hui sont dotés de plus d'un véhicule ? 2, voire éventuellement 3 véhicules si c'est une famille. Je pense qu'objectivement, il y a possibilité pour un foyer de se limiter à un seul véhicule et de procéder en complément du covoiturage. Je terminerai par un geste, on va dire, individuel qui nous incombe tous, c'est dans la vigilance sur les produits que nous consommons. Nous savons très bien qu'il y a un certain nombre de produits qui ont traversé la planète. Nous savons très bien qu'il y a un certain nombre de produits qui proviennent de sociétés multinationales qui ne sont pas responsables sur le plan environnemental. Et donc, l'une des mesures que nous proposons au niveau individuel, c'est de procéder au boycott de ce genre de produits. Puisqu'on dit que les grandes multinationales ne craignent rien, ont le pouvoir absolu sur la planète. Nous défendons l'idée contraire. C'est le citoyen dans son geste, dans ses habitudes de consommation qui peut faire évoluer ce genre d'attitude inacceptable de grandes multinationales. Alors, comment rendre plus accessibles les produits locaux, produits chez nous ? La question. Peut-être tout simplement en accompagnant là aussi l'agriculture, parce que les produits sont là. On transforme, même sur nos exploitations, du lait en fromage, sur l'arrondissement d'Avesnes, on fait plein de choses. Le problème, c'est que le consommateur, aujourd'hui, quand il se rend à la grande surface, il trouve tous les produits, quelques produits agricoles. La consommatrice, la mère de famille, aujourd'hui ne s'arrêtera plus dans une exploitation pour aller chercher 3 kilos de pommes, d'aller chez le voisin chercher son lait, et dans une troisième exploitation pour aller chercher du beurre ou des pommes de terre. Il faut absolument qu'on aille un peu plus loin dans ces magasins collectifs, on va l'appeler comme ça, alors qu'ils soient de l'initiative du monde agricole. Encore une fois, avec les difficultés qu'on vient de subir depuis quelques années, la capacité d'autofinancement de ces magasins est quand même un peu limitée, il faut le reconnaître. Maintenant, la collectivité peut peut-être mettre à disposition justement des bâtiments existants pour commencer à mettre en place ce commerce de proximité. Il faut aussi accepter d'avoir un produit qui soit moins homogène, parce qu'on entend, nous, producteurs, de temps en temps, à la maison, on fait du lait. Entre le lait qu'on fait à l'été en prairie et le lait qu'on fait à l'hiver, il y a une différence gustative. Il faut accepter de consommer les produits de la saison.
On ne va pas trouver des fraises naturellement dans l'arrondissement d'Avesnes au mois de janvier. Est-ce que le citoyen se sent en fait peu concerné, si on regarde bien, je vous entends tous évoquer plein de projets, plein d'actions. Est-ce que réellement le citoyen se sent réellement concerné par rapport à l'environnement, par rapport à la transition écologique? Est-ce que vous trouvez que ça a bougé dans les mentalités? Moi, je peux juste vous dire qu'en tout cas, oui, ça a bougé sur l'aspect générationnel notamment. Je crois que les jeunes, et notamment les enfants, ont une vraie conscience de l'environnement. C'est un message qui leur parle, qui est extrêmement diffusé aussi par l'éducation nationale. Et par eux, finalement, les changements au niveau des parents et des autres générations peuvent venir. Ça, j'y crois énormément. Par contre, juste pour revenir sur l'état grand débat, l'initiative Mouvement Gilets jaunes, je ne ressens pas, et c'est ça qui m'inquiète, populairement, je ne ressens pas d'élan sur la transition écologique. On est sur des regards assez individuels sur mon quotidien, etc. et beaucoup moins sur l'implication globale. Et quand j'entends parler sinon de transition écologique, c'est plutôt pour s'interroger et de dire mais on a beau faire tous ces gestes individuels que moi je préconise et que je fais moi-même au quotidien, mais on a beau faire tous ces gestes, que peut-on face à Trump qui fait n'importe quoi aux États-Unis, qui prend des décisions? Que peut-on face à l'Allemagne qui a ses centrales à charbon? Que peut-on face à la Chine? Et en fait, ce sentiment de dire, finalement, est-ce que ça vaut le coup de faire ces efforts-là? Et est-ce que ça vaut le coup même que ça pèse potentiellement dans mon budget? Je vous parle bien sûr dans le contexte et dans l'immédiateté des décisions qui ont été prises en fin d'année. Mais je remets cette perspective-là parce que moi-même, en tant que responsable politique, elle m'interroge. J'ai envie de promouvoir des choses, j'ai envie d'accompagner les gens. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pu faire dans d'autres territoires sur lesquels j'ai travaillé. L'accompagnement par la CAF pour que les personnes recuisinent à la maison des produits frais, qu'elles retrouvent des gains et des pouvoirs d'achat dans ce sens-là. Faire en sorte que demain, nos agriculteurs ils aient plus d'aide pour engager des processus de diversification à la ferme, qu'on aille davantage créer des magasins, de la transformation en fromage, de la découpe légumes. Ça a été évoqué là par exemple sur la légumerie de Gemont. J'y crois et surtout, il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Ça existe ailleurs et ça fonctionne. Donc mettons-le en place chez nous. Par contre, sur l'aspect global, je sais que c'est des négociations européennes entre autres et internationales. Et là, j'ai un petit peu de doute sur notre capacité à être concret. Olivier Sénéchal, c'est compliqué de convaincre? C'est compliqué de convaincre, surtout évidemment quand on s'interroge sur le poids qu'on peut avoir dans l'évolution des choses. Mais effectivement, comme vient de le dire Madame Catelot, il y a des régions du monde qui sont éminemment plus polluantes que la nôtre, les États-Unis, le Qatar notamment. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'émission de CO2 par habitant est en moyenne de 4,9 tonnes par an. D'accord ? En France, un citoyen français émet 5,3 tonnes par an. Donc 5,3 tonnes par habitant par an, contre 4,9 tonnes en moyenne au niveau de la planète. Bien sûr, on émet beaucoup moins de carbone qu'un habitant des États-Unis qui en émet 16,8 tonnes, ou qu'un habitant du Qatar qui en émet 40,6 tonnes. Mais on en émet beaucoup plus qu'un habitant africain ou du Brésil, 10 fois plus qu'un habitant de région du continent africain. Donc tout ceci pour dire... Et la Chine ? Alors la Chine, c'est 7,5 tonnes par habitant. Donc effectivement, on peut s'interroger sur le poids, on va dire, des pays, mais nous, ce sur quoi on insiste, c'est sur la contribution de chacun des individus, de chacun des citoyens. Or, on voit bien qu'un citoyen français, 5,3 tonnes, émet plus de gaz à effet de serre que la moyenne mondiale, que le citoyen lambda moyen au niveau de la planète. Donc ça, c'est une première chose qui contribue à faire réfléchir et à se sentir concerné dans l'évolution dans la correction du problème. Et puis le deuxième argument, c'est pour convaincre, c'est aussi d'expliquer qu'on peut prendre plaisir à changer de pratique, à changer d'habitude. On évoquait tout à l'heure les circuits courts. Bon, depuis quelques mois, avec mon épouse, on ne met plus jamais les pieds dans un supermarché. On va voir les magasins bio de producteurs, etc. de la région. On prend le temps, on discute, on fait connaissance. On n'est pas stressé à faire la queue à la file d'attente au niveau de la caisse du supermarché, ni à trouver une place sur le parking. Et on trouve un intérêt, même je dirais, social, et un intérêt, un confort de vie beaucoup plus important à procéder de cette manière-là. Donc on trouve du plaisir. Et je renvoie celles et ceux qui nous écoutent sur un certain nombre de documents sur le sujet, et notamment les films de Cyril Dion,
demain et après-demain, qui démontrent très bien qu'on peut faire des choses très concrètes au niveau individuel comme au niveau collectif et y prendre plaisir. C'est ça qui doit être motivateur. Bernard Baudou, de votre côté, le maire d'une commune, comment il agit ? Alors, écoutez, d'abord, je voudrais dire, j'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit Delphine, et je partage tout ce qu'elle a dit, mais je pense qu'il y a quelque chose à ajouter. C'est l'urbanisme et l'aménagement urbain. Quand la ville d'Aulnois fait reconstruire la ville sur la ville, c'est pas une lubie du maire qui aurait sa danseuse pour faire bien. C'est quand même dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, on consomme un département en espace agricole par an. Et que donc, si les maires arrêtent de construire avec ce qu'on appelle l'étalement urbain, on grandit. Et on grandit sur quoi ? Sur les terres agricoles. C'est ça qui se passe. Et donc, si on dit, non, je vais faire différemment. Et ça veut dire qu'on construit sur les bases existantes, on ne consomme plus rien, donc on ne crée pas de routes nouvelles. Donc, il n'y a pas d'artificialisation des sols. On ne crée pas d'éclairage public nouveau, qu'il faudrait après payer, dépenser de l'énergie. Donc, vous voyez, il y a effectivement, ça aussi, je trouve, c'est quelque chose de très important. L'aménagement urbain, aujourd'hui, comment allons-nous faire pour arrêter de consommer les espaces agricoles ? C'est une donnée qui ne devrait jamais échapper aux décisions que nous prenons. Ensuite, une ville comme Aulnois, on a la possibilité de la géothermie. On a la chance d'avoir à 20 mètres dans le sol de l'eau à 14 degrés. On peut aller avec le système du frigidaire à l'envers, l'eau que vous faites circuler et vous prenez de la température, donc vous ne touchez pas à l'eau. Vous la rendez en bas, la nappe phréatique telle que vous l'avez prise. Donc c'est très intéressant. Vous savez qu'on pourrait chauffer toute la ville d'Aulnois et tous ces équipements collectifs. On ne consommerait plus rien. Mais moi, ça me parle, voilà, ça me fait vibrer, quoi, entre nous. De bons investissements. Voilà, c'est effectivement. Tout à l'heure, on a parlé du bio, des circuits courts, etc. On est en train de faire la Verrière. Ben pourquoi tous les samedis dans la Verrière, en plein centre-ville, à côté de l'hypermarché, à côté du parking, à côté de la gare, c'est couvert, on s'installe et tous les samedis, on vend les produits et nous, on regarde comment on peut aider. Parce que l'agriculture, on ne vivra pas sans l'agriculture. On n'aménagera pas la Vénois sans l'agriculture. Et puis alors, la solution que l'Aglo a préconisée et dans laquelle moi j'ai adhéré, quoi, c'est l'apport volontaire du verre. J'en entends de toutes les sortes aujourd'hui. Et pourtant, c'est le geste citoyen d'arrêter. 90% du territoire national fait l'apport du verre. Voilà. Après, vous savez, il y a une meilleure solution. Nous sommes jumelés avec une ville en Allemagne. La consigne, elle est permanente. C'est-à-dire que quand tous les verres sont consignés et on doit les ramener. Et comme disait Jean-Christophe, quand on va faire ses courses au supermarché ou ailleurs, qui serait mieux, on peut ramener ses bouteilles à ce moment-là. On y retourne aux endroits où on a acheté. Donc le geste, il n'est pas... Mais voilà, il y a eu des pratiques qui ont été quand même favorisées par les multinationales. La société de consommation, elle n'est pas tombée du ciel. Il y en a quand même qui avaient intérêt à avoir la société de consommation plutôt qu'à nous équilibrer un petit peu sur notre manière de faire. Puis vous savez, quand vous allez acheter un cadeau, que pour une boîte comme ça, on vous met un truc qui fait 50 cm de large et qui font... Enfin, franchement... C'est une boîte de chewing-gum. Et qui paye après l'élimination. Voyez, donc, vraiment, au niveau local, on a aussi tous ensemble un rôle important à jouer. Anne-Laure Catelot. Je vais compléter le propos de Monsieur le maire. En fait, c'est que notamment l'État, dans ses contributions pour les projets locaux, il y a des enveloppes qui s'appellent dotation équipement territoires ruraux et également dotation de solidarité. L'État vient cofinancer en fait les projets des maires, mais il vient les cofinancer avec des critères. Et des critères qui peuvent être la performance énergétique des bâtiments ou en tout cas la transition écologique globalement. C'est ce qui fait que maintenant, quand sort de terre un projet d'une nouvelle école dans notre territoire, il faut qu'il démontre sa capacité à être un bâtiment à énergie positive,
à créer donc de l'énergie, à avoir un système de chauffage d'appoint qui soit performant d'un point de vue environnemental. Voilà, ça fait partie des critères de l'État pour cofinancer des actions locales. Et autre chose que je voulais quand même également apporter, c'est que nous avons signé en même temps que le pacte, ça a été dit par Delphine Ernu, un contrat de transition écologique. Dans la diversité de ce contrat de transition écologique, qui lie les territoires à l'État, c'est plusieurs dizaines de kilomètres de haies qui vont être plantés. Gratuitement pour les agriculteurs qui après peuvent exactement l'exploiter comme ressource complémentaire à leur activité principale. C'est également le développement de pistes cyclables parce que le vélo c'est bien de le promouvoir mais on sait très bien qu'il faut arriver à le sécuriser. Quand on a des grandes départementales gallo-romaines comme nous tout droit, on ne laisserait pas son enfant sur le bord de la route faire du vélo. Donc voilà, ça peut paraître des évidences mais c'est ce qui va nous amener dans notre territoire à faire en sorte d'être plus vertueux d'un point de vue environnemental. S'appuyer sur l'existant. Vous avez parlé de l'eau tout à l'heure, Bernard Baudou. On a des cours d'eau, on a des moulins à eau et il y a très peu de génératrices pour produire de l'électricité. Il y a un exemple à Walers-en-Fagne, dans le sud avesnois. Est-ce qu'on peut encourager, est-ce qu'il serait bon d'encourager ce type d'équipement ? Est-ce que ça n'est pas logique, cohérent avec les spécificités du territoire ? Il y a 2 projets en cours, à Maroilles et à Grand-Failly. Des discussions sont en cours parce que viennent s'opposer parfois des normes environnementales entre elles. C'est que d'un côté, il faudrait peut-être mettre une génératrice dans les moulins, mais de l'autre côté, il faut préserver la remontée des cours d'eau par certaines diversités de poissons présents dans nos rivières. Et voilà, c'est parfois un acte vertueux d'un point de vue environnemental peut après mener à des complications d'un autre côté. Donc, en tout cas, ces 2 projets, ils sont en cours. L'État est en train de les accompagner, donc Maroilles et Grand-Failly, et peut-être qu'ils verront le jour dans les mois qui viennent. Mais vous savez, il y a aussi tout l'aspect des transports en commun. Je crois que si on ne favorise pas réellement des transports en commun sur le territoire de l'Avesnois entier, parce qu'on a effectivement les transports au niveau de l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, mais moi je dis le SMTU, c'est ce qui ne devrait pas s'étendre à l'ensemble de l'arrondissement. Et que ça me semble important. On a fait Viaville. Alors j'ai entendu une bêtise il n'y a pas très longtemps sur un projet pharaonique. Mais ils sont en train de faire le tramway de Nice, ça coûte 750 millions d'euros. Voilà, il passe à des moments donnés en sous-sol, etc. C'est un très, 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 très beau projet. On est à peu près à 70 millions du kilomètre. Nous, on a fait Viaville avec 6 millions du kilomètre. Donc, vous voyez, et on n'a que 8 km de sites propres. Et ces 8 km sont utilisés par 60% de ceux qui utilisent les transports en commun, de la clientèle. Donc on a véritablement des choses qu'on peut faire et qui vont véritablement aller dans un sens positif par rapport à l'environnement. Justement, vous parlez de mobilité. Il y a beaucoup d'alternatives en milieu urbain. On a les navettes à Aulnois, à Gemont, les aires de recharge ou le covoiturage sur la Sambre. L'Avesnois s'est très très peu développé ces alternatives et encore plus en milieu rural. Comment peut-on faire en milieu rural, même avec la meilleure volonté du monde, pas prendre sa voiture, oui, mais il y a un bus le matin et un bus le soir et je fais comment après, quoi ? Absolument. Complètement. C'est ce qui devait arriver normalement en septembre dernier. C'était la loi orientation mobilité normalement, dans l'agenda parlementaire. Malheureusement, parce que je trouve que c'était une erreur, elle a été remplacée par la loi sur les entreprises, dit pacte. Et je pense que ça a été une vraie erreur parce qu'en termes de timing, quand à la fin de l'année, on a proposé l'augmentation de la taxe sur les carburants, il n'y avait pas l'alternative en face. La loi mobilité qui arrive là au printemps, à l'Assemblée nationale et au Sénat, elle vise justement à répondre à la question que Sophie vient de prononcer, c'est-à-dire comment on fait, et que Bernard Baudou a esquissé en agrandissant le syndicat de transport de l'agglomération à l'ensemble de l'arrondissement, comment on fait pour apporter un service régulier de transport en commun et également un covoiturage. Il y a des solutions qui existent à travers la France. Moi, je pense que celle que Bernard a évoquée est pertinente et ça sera inscrit dans des articles de loi. Bernard Baudou, est-ce que ça, c'est une proposition aujourd'hui qui a été faite à l'ensemble des présidents de communautés d'agglomération et présidents de communautés de communes ? Oui, il y a eu des rencontres, des discussions qui n'ont pas eu un caractère encore officiel,
Mais c'est actuellement dans les têtes, c'est en train d'avancer, et je sais que beaucoup commencent à y être très favorables, parce qu'on sent bien qu'il y a un besoin. Après, vous savez, il faut parler franc, il y a toujours un problème aussi, c'est qu'il y a une taxe sur les salaires qui permet à l'agglomération et au SM+, de faire fonctionner les bus. Et donc, versement transport. Le versement transport. Il faudra lever la taxe dans les autres territoires, mais on n'est pas obligé de la lever brutalement. On a 10 ans pour la faire. Donc, mais ne laissons pas les gens qui habitent les autres communes de l'Avesnois sans capacité pour se développer. Ça aussi, c'est aimer la ruralité. C'est très important. On n'a pas parlé gratuité des transports et pourtant il y a des proches, en tout cas de vous, Bernard Baudou, maire communiste, qui propose la gratuité des transports sur la Sambre-Avesnois. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Je crois qu'il faut y réfléchir parce que après il faut savoir qui paye quand même, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, il y a forcément une facture. Je sais qu'au SMTUS, ils ont regardé la facture, combien elle serait. Alors elle peut varier entre 2 et 4 millions d'euros et on ne sait pas qui va les mettre. Après, je pense que c'est pas tout ou rien. Aujourd'hui, c'est une thématique très à la mode en France, mais quand vous regardez le nombre de réseaux qui l'ont fait, ils sont ultra minoritaires. Mais le maire de Grande-Sainte. Oui, il y a Grande-Sainte, mais il y a Dunkerque. Dunkerque qui l'a fait. Bon, voilà, ils sont en train d'y réfléchir, à caler. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aussi à rendre plus accessible encore le transport en commun ? C'est-à-dire, aujourd'hui, la navette, c'est 50 centimes. On voit bien que c'est un succès. Est-ce qu'il ne faut pas baisser le prix des transports ? Je voulais dire aussi, quand il y a des navettes, la navette d'Aulnois, c'est parce qu'il y a un centre-ville. Ça aussi, c'est de l'aménagement à réfléchir urbain. Est-ce qu'on favorise les hypermarchés à l'extérieur des villes, où on ne peut y aller pratiquement qu'avec sa bagnole, si vous passez l'expression, et que dans ce cas-là, ce n'est pas du développement durable, encore une fois. Donc, vous voyez, je voudrais qu'on intègre dans les critères du développement durable l'aménagement urbain. Parce que c'est une question fondamentale pour la vie des gens, y compris le type de logement dans lequel on va habiter, comment il est isolé, etc., etc. C'est une donnée fondamentale du développement durable. Olivier Sénéchal, en termes de mobilité, dites-nous un petit peu. Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit. L'idéal, ce serait effectivement les transports en commun gratuits. Mais sur ce sujet, comme sur bien d'autres, je pense qu'il faut aussi prendre le temps d'aller voir comment font les autres, ceux qui parviennent à le faire. Tout à fait. Donc on a des communes qui ne sont pas trop éloignées, qui peuvent effectivement nous faire profiter de leurs expériences, de leur retour d'expérience. À défaut d'une gratuité, on peut effectivement tendre vers, on va dire, une réduction du coût du transport en commun. Et je prendrai un exemple vraiment pratico-pratique. Personnellement, donc, j'habite à Pottel, je vais travailler à Valenciennes. Depuis un certain temps, j'y vais en train. Il faut que je prenne la voiture pour aller de Pottel jusqu'à la gare de Lequesnois. Mais si je décide d'aller de mon domicile jusqu'à la gare en vélo, je dois payer le parking à vélo pour laisser mon vélo à la gare. Ouais. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas faire ce petit effort pour permettre aux citoyens de bonne volonté d'aller jusqu'au bout de la démarche. C'est du concret, ça, Anne-Laure Catelot, Bah oui, il faut que ça cette soit contradiction. faut que ça soit incitatif, quoi. C'est vrai que à partir du moment où déjà individuellement on a fait le choix de changer de comportement, il faut qu'on s'y retrouve. Et c'est vrai, il faut qu'on s'y retrouve dans le porte-monnaie à la fin. Donc c'est pour ça que c'est comme les communes. Il faut parfois faire un bon investissement pour après s'y retrouver financièrement. C'est comme un agriculteur quand il met des panneaux solaires et qu'il est aidé par l'État pour ça. Et ben voilà, c'est que derrière il va s'y retrouver financièrement. Anne-Laure, est-ce qu'on ne devrait pas aider plus les communes aujourd'hui qui font de l'aménagement urbain durable que les autres, carrément? Est-ce qu'on ne devrait pas non plus, au niveau de l'État, être incitatif pour ça? C'est quelque chose à réfléchir. Changer la fiscalité locale. Non, mais c'est quelque chose à réfléchir, parce que dans les moyens qui sont attribués aux communes pour faire de l'aménagement, est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce qu'on favorise la commune qui va implanter l'hypermarché, ou est-ce qu'on favorise la commune qui va développer le centre-ville? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des règles ou des enveloppes qui doivent être mises? Et sur ce que vous avez dit par rapport au vélo qu'il faut payer, est-ce qu'on ne peut pas faire comme dans certains lieux de transport en commun, à partir du moment où on présente un titre de transport en commun, on a le parking gratuit. Bien, plein de propositions. C'est la dernière minute des invités. C'est un peu votre mot de la fin. Nous vous laissons 1 minute pour conclure vos propos et à la fois bien nous confier votre vision pour améliorer les choses en matière de transition écologique. Bernard Baudou, je vous laisse introduire cette dernière minute. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est un sujet passionnant. Moi, je ne le vis pas comme une contrainte. Je le vis comme un enjeu extraordinaire. On n'a pas assez parlé de l'agriculture et du rôle il nous manque toujours du temps
Ça a été dit tout à l'heure, les agriculteurs, c'est dur aujourd'hui d'être agriculteur. On n'a pas parlé de tout ce qu'on leur demande et de tous les problèmes, mais ils sont un des piliers du développement durable. On ne le fera pas sans eux, on le fera avec eux, et il faut bien réfléchir comment on peut les aider. Mais c'est un sujet passionnant. Bien sûr qu'on va dans le mur si on ne le fait pas, mais je crois qu'en même temps, on peut vivre mieux avec cela. Je rappelle qu'il y a tous les jours des gens qui meurent parce que l'air est pollué. Faut quand même, et il y a effectivement comme ça toute une série de choses qui prouvent que si on s'y met tous ensemble, on va améliorer les choses et la vie de tout le monde. Donc moi je trouve que c'est un beau sujet. C'est vraiment un très beau sujet. Et je veux m'y investir pleinement avec tous ceux qui en ont envie. C'est un sujet qui peut avoir une belle transversalité et qui peut apporter beaucoup de bonheur. Merci Bernard Baudou. Jean-Christophe Ruffin. Et je te remercie Bernard de l'intérêt pour l'agriculture. Et c'est vrai que de toute façon, je le disais cet après-midi, l'agriculture de toute façon pour moi est un pilier et sera incontournable par rapport justement à cette évolution vers ce retour vers la nature à tous les niveaux. D'un point de vue énergétique, on parlait du bois déchiqueté, on peut parler de la méthanisation, on peut parler du biométhane dans les véhicules, parce que ça aussi, de toute façon, au final, c'est une énergie renouvelable, neutre au niveau du carbone. Donc, c'est des choses qu'on peut développer. Les circuits courts. Moi, je vais au-delà du bio. Cet après-midi, Anne-Laure, tu parlais de bio dans les cantines. Attention quand même à ce que ce soit du bio local. Parce que tout le monde n'a pas la même notion du bio quand on produit, quoi. Un producteur bio, on va dire en Europe encore, si on va chercher du bio en Amérique latine, c'est quand même compliqué. Merci à vous Jean-Christophe Ruffin. Olivier Sénéchal, votre dernière minute. Oui, alors pour ma dernière minute, j'emprunterai quelques propos d'autres intervenants sur le sujet. Le dérèglement climatique, si on n'y fait rien, évidemment, comme vous le disiez, il va nous mener dans le mur, mais au-delà du mur, ça va fort probablement amener la 6e extinction de masse, dont l'espèce humaine pourrait bien faire partie. Pierre Laroutourou, qui est l'un des auteurs du pacte finance-climat, qui est un économiste et qui travaille actuellement à trouver au niveau européen 1 000 milliards d'euros pour financer la transition énergétique, utilise on va dire l'exemple de la disparition, je dirais, des dinosaures, qui manifestement est due à une météorite. Sachant que la disparition potentielle de l'espèce humaine, la météorite, c'est nous-mêmes. Et on a cette chance par rapport aux dinosaures de pouvoir agir sur la météorite. Et donc de changer par nos attitudes, par on va dire, nos comportements, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif, donc on va dire ce dérèglement climatique, à condition de prendre des décisions et de mener des actions radicalement, on va dire, opposées au mode de fonctionnement actuel, passant essentiellement par la sobriété. Je pense que s'il y a bien un mot à retenir, c'est la sobriété dans les attitudes des uns et des autres. Et que, pour reprendre un dernier propos, ce dont souffre notre planète, ce n'est pas d'un petit rhume, mais c'est un cancer qui est en train de s'accélérer et de devenir prochainement foudroyant. Et que tout comportement, qu'il soit individuel ou collectif, qui consisterait à considérer qu'on est dans cette situation d'un petit rhume, serait irresponsable. Donc charge à nous tous, au quotidien, de mener des actes, de réaliser des actions qui sont parfois difficiles à assumer, mais qui seront salvatrices. Alors, pour donner une note quand même d'optimisme par rapport à ça, on voit de plus en plus, on va dire, de collectifs, de communautés qui s'emparent du sujet, qui nous montrent au quotidien qu'il est possible de vivre autrement dans le plaisir, dans la satisfaction, en rajoutant du lien social en plus. Et je dirais, donc voilà, il y a une note d'espoir, c'est d'ailleurs le credo de notre collectif, il est encore temps, mais il faut faire vite et fort. Merci Olivier Sénéchal. Anne-Laure Catelot, votre dernière minute. Je rejoins en tout cas la note positive, c'est-à-dire que ça vaut le coup de s'engager individuellement et même juste l'État français en tant que tel pour changer les choses, malgré parfois un immobilisme européen ou international. Et pour ça, il faut continuer à agir sur les friches, à la fois en développant le solaire, comme ça a été fait notamment à Pont-sur-Sambre, sur la non-consommation de foncier agricole, sur la forêt à exploiter plus durablement, continuer à en parler positivement, et surtout pour les 25% malheureusement de personnes qui peuvent bénéficier du chèque énergie, surtout
appelez, vous avez le droit, selon votre rémunération, à avoir un coup de pouce de l'État pour payer vos factures. Je donne le numéro vert, 0805 204 805. Appelez, ça vaut le coup en tout cas. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir participé à ce second débat. Sophie Rabault, l'Observateur en kiosque depuis ce matin. Delphine Ernu, qu'on retrouve dès lundi pour l'information. Restez à l'écoute des programmes de Canal FM et à très vite.